moi qui suis à l'école française depuis le CP, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques années, que l'histoire de l'Afrique en général, du Mali, c'est quelque chose qu'on n'avait pratiquement jamais eu l'occasion de voir. Et si c'était pas nous-mêmes, les recherches qu'on pouvait faire, les gens qu'on pouvait aller voir, tout ce qu'on pouvait tenter par nous-mêmes, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne nous enseignerait pas, qui n'est pas dans les livres d'histoire qu'on a dit. Ça fait 1 an et demi que je suis là, je vais passer donc en gros 2 ans. Je me mal rentrer en France et même pas savoir connaître un minimum de l'histoire du pays où j'ai vécu pendant 2 ans. Je suis malienne et je suis censée quand même avoir un minimum de connaissances sur l'histoire. Le fait de faire de l'histoire comme ça et d'être sur les terrains, ça va nous encourager encore plus. Mon père était ancien combattant et à l'époque, on a obligé mes grands-parents à donner un tirailleur. On a voulu envoyer son esclave en 1915-16 au front. Il dit non, si les parents veulent que l'on envoie l'esclave, lui il n'est pas d'accord. Les esclaves ne vont pas au front, ne se battent pas. Ce sont les nobles qui se battent. Donc on ne va pas déroger à la tradition. Et c'est normalement lui que l'on vise. Donc mon père est parti dans l'armée, malgré mes parents. L'histoire du Mali, c'est un patrimoine culturel à préserver. C'est-à-dire, j'aimerais bien raconter l'histoire du Mali à mon fils. Pour raconter l'histoire du Mali à mon fils, je veux vraiment savoir l'histoire du Mali aussi. Mon grand-père me raconte souvent l'histoire de mes ancêtres. Par exemple, son père, c'était un tirailleur sénégalais. Et donc, ça m'intéresse et j'aimerais beaucoup savoir plus. L'Afrique noire, en 1914-18, a fourni 211 700 soldats à la France. J'avais rencontré lors de la cérémonie du 11 novembre des tirailleurs sénégalais et tout. Puis ils étaient vachement sympas et puis en fait ils voulaient vraiment nous parler de leur expérience, mais je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient leur parler eux, personne ne les écoutait et ils étaient trop contents qu'on leur pose des questions. En 1857, on a créé ce qu'on appelait le bataillon des tirailleurs sénégalais, qui comprenait essentiellement des Bambara qui avaient été des esclaves libérés et qu'on a gardés dans l'armée. Au bout de 14 années, ils étaient libérés et ils avaient une pension. Faidherbe a créé cette armée pour lutter sur place contre El Hadj Omar, son adversaire au Sénégal et sur les rives du Sénégal, dans l'ouest du Mali. Donc de 1857 à 1960, on les appelle les tirailleurs sénégalais, quoique les Sénégalais soient en minorité. Et engagé dans l'armée française. Comment tu t'es engagé dans l'armée française? Le commandant Timogo Konaté est fils d'anciens combattants. Son père a fait la Première Guerre mondiale, 14-18. Et lui, il a fait la Seconde Guerre mondiale, 39-47. Avec le papa, nous étions en Mauritanie. Je suis parti très jeune en Mauritanie. Je parlais mort et je ne parlais pas la langue maternelle. Après la Mauritanie, nous sommes venus à Kati. C'est de Kati que j'ai été engagé comme enfant de troupe de 1933 au 1er novembre 1937. Le 1er novembre 1937, j'étais tirailleur sénégalais. 97 à 99% des anciens combattants africains en 1914-18 étaient recrutés par force, jamais volontairement. Et en 1915, il y a eu une révolte généralisée dans beaucoup de régions du Mali. Et là, nous avons eu 500 000 personnes qui étaient révoltées. Sur les 500 000, il y avait 80 000 qui étaient en armes. Et sur les 80 000 révoltés, il y a eu 23 000 tués. Pourquoi vous avez quitté votre famille à 19 ans en fait pour vous engager dans l'armée? J'ai été victime des affiches. Parce que partout on avait dit fréquenter les écoles militaires préparatoires, passer le baccalauréat technique et vous serez à Saint-Cyr, à Polytechnique, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était formidable. J'ai fait mon dossier, j'ai envoyé, on m'a dit non, tu es d'un an trop âgé. Et ils m'ont envoyé le dossier avec une mission à la gendarmerie de me mettre dans l'armée. Et je me suis retrouvé dans l'armée comme ça. Lorsque la guerre a éclaté
le 15 septembre 1939. C'est bien ça, hein? Ah, ben, le je 15 crois, septembre oui. 1939, la guerre a éclaté. Et là, 89 ans, moi, Alors, à l'époque, on faisait venir les réservistes de tout le Mali, quoi, du Soudan à l'époque. Mes camarades de promotion, c'est-à-dire les gens avec lesquels nous avons pris l'uniforme ensemble. Eux, ils ont été immédiatement désignés pour venir en France, voyez-vous. Mais je vous dis, moi, Tchemoko, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes au commandant de compagnie, un Français. J'ai versé des larmes. Il dit, mais Tchemoko, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, je ne peux pas comprendre que mes camarades, moi, partent pour aller se battre et pendant que c'est dans moi, on me retient ici pour le recyclage. Il dit, non, ne t'en fais pas, Tchemoko, tu partiras. C'est le 15 août 1944 que les troupes africaines ont débarqué d'abord dans le midi de la France. C'était à Cavalère. J'appartenais au 6e régiment des tirailleurs sénégalais, commandé à l'époque par le colonel Salan. Nous avons débarqué le 15 août et nous avons passé toute l'après-midi à nous bombarder jusqu'au coucher du soleil. Le chef de section, le lieutenant Weberman, que Dieu ait son âme, me dit, Tchemoko, il faut tout faire pour rentrer en liaison avec le sergent Le Breton, qui était chef de groupe. Immédiatement, j'ai foncé. Le sergent Le Breton était le premier à m'appeler, à dire Tchemoko, Tchemoko à mon secours, je suis fichu. Il avait toute la main droite ensanglantée. Je me suis débarrassé de mon barda, j'ai coupé le courroie du barda et j'ai fait un garrot au sergent Le Breton pour qu'il ne perde pas trop de sang. Et quand il est arrivé là-bas à la base, à la direction, il a déclaré, grâce au sergent-chef Tchemoko Konaté, que j'ai la vie sauve. Sinon, il y a longtemps que j'avais passé la barrière. Les Africains ont été envoyés dans des missions de sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Allemands vont arriver, le gros de l'armée va se retirer, et vous allez essayer de tenir devant eux, vous vous ferez tuer pour que les autres soient sauvés. Voilà ce qui est arrivé. Dans la région de Chasselet, près de Lyon, à 16 km du centre de Lyon, il y a eu un mouvement pour protéger les troupes françaises afin qu'elles puissent se retirer dans la vallée du Rhône. Et ces troupes noires qui étaient là-bas, c'était environ 540 personnes. Sur les 540, il y a eu 56 survivants. Ils n'avaient plus de munitions, ils ont hissé les drapeaux blancs. Les Allemands les ont fait défiler et brusquement, on a tiré sur eux. Et quand on a tiré sur eux, ils sont tombés. On a fait marcher les chars pour écraser leurs corps à Chasselet. Et les corps ont été ramassés, identifiés, pour ceux qui ont pu être identifiés, et enterrés dans le cimetière qu'on appelle le Tata de Lyon. Et ce Tata a été construit pendant la guerre. On a pris de la terre de l'Afrique à Dakar par avion pour amener à Lyon, mélanger à la terre de France pour montrer le symbolisme du sacrifice franco-africain. Alors donc, il y a un film ici dans ma petite bibliothèque, fait par les Français, pour rendre hommage aux tirailleurs africains. Nous étions couchés dans une espèce de cuvette. Le chef de section, ici au milieu, moi à sa gauche, et son ordonnance, Moussa Koulibaly, à sa droite. Tout d'un coup, une balle qui passe par-dessus moi, et ensuite
frôle les fesses du chef de section. Il a poussé un cri, il dit Tchomoko, je suis touché. Je desserre la ceinture de son treillis. Je dis non, mon lieutenant, la balle vous a raflé. Il dit bien, partons d'ici, sinon nous sommes fichus. Je dis, mon lieutenant, partez le premier. Chut. Il est parti, il a fait un roulé-boulé dans le champ de vigne. Au moment où je faisais mon rouleau de boulet, voilà un obus qui tombe vloum, à notre emplacement. Et le chef de section qui se trouve dans la vigne dit, oh, mais Tchomoko est resté. J'ai dit, non, mon lieutenant, Tchomoko vit toujours. Il n'y a pas un département français qui n'a été arrosé par le sang des Maliens. Il n'y en a pas. Dans tous les fronts, sur tous les lieux où la France avait ses intérêts à défendre, que ce soit en Indochine, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Syrie, au Liban, la France a trouvé à ses côtés les Africains. En tout cas, elle les a embrigadés. Regardez ici, soldats morts identifiés pour la France. Yélimané 319, donc beaucoup par bateau. Il y a des bateaux qui ont coulé. Dans la vallée de la... Le numéro matricule 306-49. Il est mort le 17 février 1917 en mer. Il a été porté disparu. Donc son corps n'a pas été retrouvé. Vous dites que vous étiez un soldat français, mais est-ce que vous vous sentiez vraiment français? Quand je rentrais dans l'armée française, j'étais convaincu d'être français. Et par rapport au traitement que j'avais, je ne me plaignais pas beaucoup. Après, quand De Gaulle est venu reconnaître la Fédération du Mali, les choses évoluent et tout le monde évolue. Et, excusez-moi le terme, on dit que les imbéciles n'évoluent pas. Tu avais envie d'avoir la nationalité française. Et pourquoi pas? Moi, ma première fille est née à Paris. Elle est française. Elle est française. Je voulais savoir quelle était votre place en tant que tirailleur sénégalais dans l'armée française, s'il y avait des différences par rapport aux Français, s'il y avait des discriminations. Il y a eu des choses positives et des choses négatives. À grade égal, eh bien, les sous-officiers français, même si vous êtes plus ancien que lui, ou bien officier, ils vous commandaient. Et c'est un peu navrant, quoi. Mais c'était ça. Et le logement n'était pas pareil. Bon, ceux-là étaient dans des baraques comme ça, et les Français étaient dans les messes et les choses les plus sélectes. Ils étaient là. Et évidemment, avec l'arrivée des gens comme nous, les choses ont commencé à changer. Ça, il faut le dire aussi. Non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de discrimination entre noirs et blancs à l'époque, dans nos régiments. On dit que tu as parlé de Normandie. Oui, Normandie à Caracat. Oui, tu as débarqué avec De Gaulle là-bas. Oui, oui. Avec De Gaulle. Avec De Gaulle. En juillet. En juillet. C'est ça, au mois de juillet. Oui, à Caracat. Et c'était quel régiment qui était... Le 8e armée. Le 8e? Oui, 25. Mais c'était RTC, enfin un tirailleur sénégalais ou pas? Très sénégalais, oui. Il était mêlé à d'autres bataillons? Oui, c'est ça? Bataillon 25. En fait, on vous dit beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Le débarquement en Normandie a eu bien lieu avec des tirailleurs sénégalais. Le 6 juin 1944, 3 bataillons de 3 régiments de tirailleurs sénégalais. Le premier bataillon du 6e régiment de tirailleurs sénégalais, Tchomoko Konaté, en face de vous. Alors, ces 3 bataillons ont débarqué sur l'île d'Elbe. Et en 48 heures de combat, Allemands, Italiens ont été chassés par ces 3 bataillons sénégalais. Bon, nous, les militaires, on n'a pas de tabou, on dit ce qu'on pense nettement et puis on continue. Et bien, c'était ça. En réalité, il y avait 3 ou 4 dames pour 1200 hommes, mais bien, de temps en temps, 3 ou 4 femmes pour 1200 hommes, ouais, c'était tout. Et il y avait des tours de rotation, des machines. C'était comme ça. Sinon, vous ne pouvez pas maintenir des hommes comme ça, sans femmes, sans rien. Ça, c'est difficile aussi. Mais les quelques femmes, là,
ils les trouvaient où? Elles étaient forcées ou? Ça, je ne sais pas. Moi, les soldats, ils passaient. Maintenant, si vous savez, hein, quand vous avez 40 000 hommes, vous êtes ensemble, allez trouver où se trouve la vérité. Il y a une véritable solidarité très forte entre anciens combattants de la métropole et nous. Ça, c'est bon de le souligner parce que les jeunes ne le savent pas. Et ils croient qu'il n'y a que des rapports de devenir à dominant, etc. Non, ce n'est pas tout à fait ça tout le temps, non. Les choses ont évolué. Nous avons tous les 6 mois des caisses de médicaments qu'on nous envoie par nos camarades français avec lesquels nous avons fait la guerre. Et ça, ils se débrouillent, ils le font. Quand c'est arrivé à Dakar, on s'est débrouillé pour faire venir ici par le rail. Et voilà. Elle demande si tu n'avais pas envie de voir tes enfants étudier en France ou que la France facilite ces études-là. Ah non, mais j'ai mon deuxième garçon que j'avais envoyé en France. Et il a été reçu par le sergent que j'ai sauvé là, le Breton. Mais il a été reçu par le gérant le Breton qui a tout fait pour ces garçons. Tout, pour lui faciliter le séjour en France. Raymond, commandant le détachement des tirailleurs rapatriés. Commandant Auguste de la place de Dakar. Bienvenue, capitaine. Les personnages sont plus que réalistes. Je dirais même qu'on a sous-estimé les personnages qui sont dans le film. Mais Samben avait l'avantage sur moi, c'est que lui, il a participé à la guerre. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 24 000 tués, 15 777 qui ont été mis en prison et qui étaient répartis en général sur le sol français dans des camps d'internement en France, mais commandés par les Allemands. Quelques-uns ont été déportés en Allemagne. On ne voulait pas les emmener en Allemagne parce qu'on disait qu'ils allaient encore contaminer le peuple allemand, et donner des maladies aux Allemands. Et les Allemands avaient des préjugés. Et en 1914-18, les Allemands disaient que les Français avaient l'intention de combattre l'Allemagne avec une armée d'anthropophage. Hier, je voulais remplir le questionnaire et je suis partie voir mon papa comme ça. Et je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur les tirailleurs. Après, il m'avait dit qu'il y avait le meilleur ami à son grand-père qui s'appelait Almami Koumaré, qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et qui s'était même fait prisonnier par les Allemands à Kassel, et qui est revenu sain et sauf, et qu'en fait, quand il est revenu, il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé, jamais, et il est à 100 en fait. Et un jour, quand mon frère aîné, tout petit, un métis, donc à moitié allemand, est parti voir, il s'appelle Mokhtar, l'homonyme de mon grand-père, qui s'appelle Mokhtar aussi, c'est là, tout d'un coup, qu'il a parlé de ça. Et c'est venu, il a regardé le petit métis, et il a fait, si j'avais su qu'un jour, notre sang se serait mélangé au Boche, mais en fait, c'était pas
négatif, c'était pas négatif du tout, au contraire. Et je sais pas, ça, voilà. Il a fait, j'aurais jamais cru. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il a raconté et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent au fond de leur case? Nous nous sommes montrés très généreux. Il ne s'agit pas de générosité, capitaine, mais de justice. La France est généreuse avec ses indigènes. Nous les avons sortis de la barbarie. La barbarie, je ne sais pas si elle est chez eux ou chez nous, avec le cortège d'atrocités que nous avons vécu depuis 5 ans. C'est une version des faits. Quant à moi, j'ai la certitude que ces gens qui sont d'un naturel primitif ont été manipulés, voire achetés par les nazis ou par les bolcheviks pour déstabiliser l'Empire. On est en 1944. De Gaulle a beaucoup de mal en France à imposer son autorité, particulièrement auprès des FTP, des francs-tireurs partisans, qui sont des Français communistes. Donc il y a une espèce de chasse aux sorcières aussi, une peur des communistes dans l'armée française, qui craint une rébellion communiste et qui craint une insurrection avant même la guerre froide. Le général va arriver d'un instant à l'autre. Garde-vous! Nous partons pas si nous prenons pas argent. 1000 francs francis pour 500 francs africains. Vous serez traduit devant le tribunal militaire. Caporal chef, général Manti, nous gardez général. Capitaine! 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 Normalement, après l'heure de mobilisation, on devait leur donner des vêtements civils. On ne l'a pas fait. On leur a promis des pécules de 5000 francs par personne. Après, on a dit non, on réduit à 500 francs. Ces 500 francs, on vous les donnera quand vous serez en Afrique. Les gens sont venus à Dakar. On a dit allez au camp de Tcharoy, à 28 km de Dakar. Là, on vous donnera les pécules. On dit non, il faut rentrer dans vos pays d'origine. À ce moment-là, le commandant de cercle vont vous payer sur place. Les Africains ont dit non, trop c'est trop. Ou bien nos pécules, ou bien notre argent, ou bien, alors là, ça va barder. Moi, tirailleur pas école. Tirailleur qu'on a tiré fusil. Tirailleur qu'on a se consigne. La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici, tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu comprends rien? Cadavre noir. Cadavre blanc. Kif bourrico. L'échange des billets se fera à parité égale. 1000 francs français pour 500 francs CFA. Vous avez dit, mon général? Oui. J'appliquerai le taux réglementaire. Est-ce que vous seriez prêt à le répéter dehors devant les soldats, mon général? Ma parole d'officier général, vous serez tous payés. Il y a eu plusieurs centaines de blessés, mais 34 morts sur l'État, 34 grièvement blessés qui vont perdre la vie. Vous n'aviez pas un frère là-bas? Charo, moi je venu en français, j'ai trouvé les gens morts là, j'ai trouvé à Charo. Il y a mon grand frère aussi décédé là-bas. Ouais. Votre frère est décédé là-bas? Oui, mon grand frère, il a 14 ans de sa vie. Les autres qui étaient là-bas, à qui on a refusé de payer leur argent,
sur lesquels on a tiré. Ceux-là, on leur a retiré leur livret militaire. Ils ont fait les 6 années ou 5 années de guerre comme prisonniers. Ça, c'est néant. On annule tout ça. Ils n'ont droit à plus rien. Ils n'ont aucun droit. Il a fait 2 voyages en France pour la régularisation de ses droits. République du Mali. Sergent Entendou Somboro, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Il a été décoré en France, mais jusqu'ici, il n'a pas reçu quoi que ce soit comme à titre de dédommagement ou à titre de régularisation. Non, bah moi c'est sûr, ça m'a choqué. Le fait que une chose comme ça soit passée. Et je veux dire, moi à 19 ans, j'en ai jamais entendu parler. Je trouve que c'est bizarre, alors que normalement ça devrait avoir marqué l'histoire, quoi. Même si on a abordé le sujet de la colonisation l'an dernier en première, je pense que là, on a vraiment vu en profondeur ce qu'il en était. Il y a mon grand-père aussi qui avait ses soldes en retard et on lui avait pas donné, donc je veux dire, j'étais un peu habituée à cette situation et je savais en fait à quoi m'attendre en regardant le film, donc c'est pas que ça m'ait réellement choqué, mais je le voyais pas du tout comme ça en fait, sur cet angle. Je trouve que ça représente pas mal le système colonial, ça représente le fait que c'est un système injuste. Pourquoi les Européens qui se sont battus aux côtés, en même temps que les Africains, n'auraient pas le droit à la même solde? Je ne comprends pas. Ça m'a pas choqué, mais plutôt révolté, parce que du point de vue de la responsabilité des Français face à l'événement, et aussi de comment les Africains ils ont accepté cet événement. Parce que le film il est sorti en 88 et ça n'a pas eu d'impact réel vu que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, les gens ne sont pas au courant. Et comme l'a si bien dit Simon, on n'en parle pas. Et, ces gens qui reviennent, qui ont déjà été traumatisés par la guerre, tout ça, puis ils s'attendent à être accueillis en héros. Et pour finir, ils se font bien avoir, quoi. À la fin, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a permis de connaître, d'approfondir le sujet sur le massacre de Thiaroye parce que je connaissais pas trop. Mais... Des gens qui à la base n'avaient rien en commun, c'est vrai, à part d'être colonisés, ils n'avaient rien en commun. Finalement, voilà, ils ont eu cette expérience-là, ce vécu-là. Et si c'était pas l'armée française, ça se serait jamais passé comme ça. Que des gens qui viennent du Niger, d'autres du Mali, d'autres du Sénégal, se retrouvent comme ça et soient finalement tous soudés pour une même cause, quoi. J'ai l'impression que les tirailleurs ont été manipulés, on les a utilisés et une fois que la guerre est finie, ça y est, on vous remet dans votre pays, merci, mais voilà quoi, on vous paye pas. Enfin pour moi, je sais pas, il n'y a pas de reconnaissance. Parce que ça s'est répandu un peu, les gens ils en ont entendu parler et tout, est-ce que ça a provoqué d'autres, même petits mouvements, je sais pas, les autres tirailleurs? On n'est pas entendu parler. En tout cas, manifestement, ça s'est resté dans les mémoires, puisqu'il y a ce fameux monument à Bamako. Ils ont tous les casques typiques de tirailleurs sénégalais, les casques, les chapeaux rouges, sauf celui-là là, qui a un casque. Les piliers et tout, ça fait genre les canons. Et puis le fait qu'ils soient genre en cercle et tous attachés, ça représente un peu l'union aussi, leur solidarité. Ça représentait bien le film qu'on avait fait.
été réceptionné en avril 2002 par le président de la République de l'époque, qui était Alpha Omar Konaré. C'est lui le véritable maître d'œuvre de la genèse de ce monument, comme de la plupart des monuments de Bamako. Il voulait commémorer dans la pierre, à travers l'architecture et l'art, des pans entiers de l'histoire du Mali. J'ai pensé tout de suite, dans l'exécution, j'ai pensé à un poteau d'exécution que vous voyez là, l'énorme poteau circulaire là. Et après, je me suis dit, tiens, il faut des canons, il faut des fusils. Mais en même temps, en respectant les choix architecturaux. Donc j'ai fait ces énormes poutres inclinées que vous voyez, qui sont pointées vers le poteau d'exécution. C'est des canons. C'est censé symboliser des canons. Et après, je me suis dit, mais il ne faut pas symboliser uniquement l'exécution. Donc là, j'ai imaginé une forme circulaire qui représente pour moi une calebasse. Parce que la calebasse, c'est source de vie. C'est là où on boit, on lave le linge, les femmes vont au fleuve avec la calebasse. Donc on remplit d'eau, c'est source de vie. Donc le sang des martyrs, après avoir été canonnés et fusillés, normalement est censé descendre dans la calebasse et exprimer un peu l'espoir. Donc j'ai fait les escaliers pour que les gens puissent appréhender le monument, monter sur la plateforme et s'approprier réellement le monument. Que ce ne soit pas uniquement un objet contemplatif, mais plutôt un objet qui a une grande valeur d'usage. On peut monter, on peut marcher autour, monter sur la plateforme, regarder de très près les tirailleurs. Voilà. Donc vous avez les trois éléments. Le poteau, autour duquel se trouvent les tirailleurs, les canons, la calebasse et l'escalier. La représentation en fait des tirailleurs, c'est une frise ou parce qu'à un moment sur une face ils sont pas attachés et ils ont l'air d'être révoltés et tout. Et ensuite on les voit, ils sont tous attachés et puis plutôt tristes. Donc c'est une chronologie ou... Non, en fait là j'ai laissé la liberté à l'entreprise coréenne de représenter ces fresques. Parce qu'en fait, moi ils m'ont demandé simplement de leur donner des images de tirailleurs sénégalais. Je suis allé en bibliothèque, j'ai vu des bouquins, je leur ai montré des tenues, des costumes, des images de tirailleurs sénégalais et ils l'ont représenté à leur façon. J'ai dit simplement d'exprimer un peu le désarroi des tirailleurs. Est-ce que, tout comme le monument, le site aussi a une valeur symbolique? Le site a une valeur très symbolique parce que, comme vous pouvez le constater, le président Alpha Omar Konaré, je crois que c'est au retour d'un voyage en Corée du Nord qu'il a eu l'idée de faire des monuments et que c'est les Coréens qui ont réalisé ce monument. C'est une entreprise coréenne qui a fait pratiquement la plupart des monuments de Bamako. Et donc comme la Corée du Nord, c'est un pays communiste et tout, il y a grandiose, les monuments sont très grandioses à la gloire du socialisme et du communisme. Donc il s'est dit, tiens, peut-être, je vais faire la même chose à Bamako pour inscrire la mémoire du passé dans la pierre. Mais le site est très important parce que c'est le seul monument qui est dans l'hypercentre. Le seul monument, et c'est lui qui l'a choisi. Est-ce qu'à votre avis, si Alpha, en tant que président, historien, archéologue comme vous l'avez dit, s'il n'était pas parvenu au pouvoir, est-ce que ce monument allait voir le jour? J'en doute. Je pense que si ce n'était pas Alpha, ce monument allait attendre encore des décennies, voire des siècles. Pourquoi avoir construit ce monument en 2002 et pas en 1945 ou pendant les moments des faits? Mais je pense que cet événement, contrairement à ce que vous avez pensé, vous êtes peut-être des pionniers dans ces recherches. Parce que c'est un sujet pratiquement tabou. Pratiquement tabou et jusqu'à présent, dans les archives en France, pour avoir accès aux documents, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça a été une gaffe, une erreur et ça a été refoulé par les autorités coloniales d'abord, ensuite les gouvernements successifs en France. Et je pense que c'est ce qui peut justifier le retard. Bon, RFS, c'est ça. Est-ce que vous avez un